Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Numéro 13, avec dans un instant une spéciale jeune public. Dans 13 artistique, nous irons au théâtre de l'Olivier à Istres avec Caro, au théâtre du Flibustier à Aix-en-Provence et puis à Marseille également. On va repartir dans les années 80-90 avec Marc Toesca, un grand monsieur. Le top 50, c'était lui. C'est Davy qui va nous présenter Marc Toesca. Il sera du côté du Dôme de Marseille à la fin du mois de mars. Et puis on aura également de la musique avec Gilles Fenech, les artistes de la région, sans oublier en deuxième partie d'émission notre invité. Nous allons passer un bon moment avec le directeur de la Villa Méditerranée dont on vous parle régulièrement sur Maritima TV, monsieur Bernard Valero, avec qui nous allons évoquer notamment les missions de la Villa Méditerranée ainsi que sa programmation. C'est numéro 13, soyez les bienvenus. Bonjour mes amis. Et bonjour. Comment ça va? Très bien. Bonjour Caro, bonjour Davy. Et bonjour. Ça va? Ça va très bien, oui. Alors nous allons commencer avec toi Caro aujourd'hui, avec Comme très artistique et comme d'habitude effectivement, une chronique consacrée aujourd'hui au spectacle pour les jeunes, parce que nous on aime bien le jeune public, et je crois que tu nous en proposes une pleine palette. Une pleine palette de 3. Trois spectacles que je vous ai sélectionnés parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai que je ne vous parle pas beaucoup des spectacles pour les enfants, mais pourtant, ce sont les spectateurs de demain. Ouais. Alors, c'est important d'en parler. Le premier spectacle dont je voulais vous parler, c'est Dormir 100 ans de la compagnie La Part des Anges. Donc, c'est un spectacle qui est programmé au Théâtre des Salins le 23 mars et aussi, si vous l'avez raté, au Théâtre de l'Olivier à Istres le 23 avril cette fois. Ah, ok. Voilà. Donc, un mois après pile poil. C'est ça. Donc c'est une pièce qui nous parle de l'adolescence. Alors il y a deux jeunes comédiens qui sont un peu les protagonistes de la pièce. Et donc voilà, c'est cette période qu'on a tous connue, un peu compliquée, qui est à la fois grisante, mais aussi parfois un peu déstabilisante. On grandit, on s'émancipe, mais en même temps on veut quand même rester avec papa, maman. Voilà, c'est pour l'histoire. Après, il y a une scénographie qui est vraiment très très originale, avec une utilisation de la vidéo, ce qui permet de transporter les comédiens d'un endroit à l'autre. Il y a aussi une composition musicale qui est super jolie, donc c'est de la musique originale, et tout ça est mixé de telle sorte qu'on passe vraiment un super moment, et en plus il y a de la poésie. Voilà, je vous propose de regarder un petit extrait pour vous faire votre idée. Je sais que quelque chose a changé, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Je me suis prise en photo 22 fois cette semaine. 12 fois habillée, 5 fois en chemise de nuit, 4 fois en culotte et 1 fois nue. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a changé. 22 fois, peut-être c'est pas assez. Il faut que je me prenne en photo plus souvent. Aurore ? Oui, maman ? C'est l'heure d'aller à l'école. Tu te prépares, mon poussin ? Oui. Voilà donc pour ce premier extrait. C'est à partir de quel âge qu'on peut amener les enfants pour voir ce spectacle? Alors, c'est à partir de 8 ans, mais évidemment, c'est un spectacle sur l'adolescence, donc peut-être que c'est bien d'y aller avec vos adolescents. Alors, on change complètement de catégorie d'âge, je crois. Là, on va s'intéresser aux tout petits avec Léo Doudou, à partir de 6 mois. Et oui, à partir de 6 mois, eh bien oui, à partir de 6 mois, on peut emmener ses enfants voir des spectacles. Alors évidemment, ça va pas être du Shakespeare. Oui. Là, on joue vraiment sur les formes, les couleurs, la musique, les bruitages, et sur la durée aussi, parce qu'évidemment, la durée d'attention est raccourcie pour les plus petits. Donc là, c'est un spectacle qui dure... C'est exactement pour toi, finalement. Ouais, c'est bien adapté. Les sons, pour ça, les images, les couleurs. C'est parfait. Je vais pouvoir y aller. Donc là, c'est la compagnie théâtrale francophone qui s'intéresse donc au doudou, cet objet transitionnel dont on a besoin quand on est enfant parce que ça nous rassure, mais aussi à un moment donné dont on a besoin de se séparer parce que c'est aussi ça, grandir. Mais est-ce que tu en as eu, toi, un doudou? Ah ben oui, évidemment. Oui, toi aussi? Moi, j'ai pas ce souvenir, mais il faudrait que je demande plutôt à mes parents, du coup. Mais moi, non. Hein. Non, t'en as pas? Moi, c'était un lapin orange. Non. Voilà, c'était très beau. Je pense à toi. Bon.
Il est où ce lapin? Tu l'as pas jeté quand même? Alors, Il est non, dans je un l'ai pas placard, jeté, mais forcément. la technique de ma mère pour que je m'en sépare, c'était de m'avoir dit que le doudou s'était fait voler en même temps que la voiture qui avait disparu. Et le doudou était dans la boîte à gants. Je l'ai jamais cru, parce que mon doudou, il a jamais été dans une boîte à gants. Enfin bon, j'ai compris que c'était pour que je m'en sépare, donc j'ai rien dit, mais... Mais t'avais quel âge? 18 ans, pourquoi? Je me rappelle plus. Non, parce que exactement. pour ne pas comprendre, pour arriver à ne pas croire ce que te disait ta mère, c'est que tu avais déjà un âge avancé. Ben, c'est pas que je la croyais pas, mais je... T'avais des doutes. Il y avait un doute. Voilà. Il y avait un doute. C'est ça. D'accord. Donc revenons à notre Oui, histoire. Léo Doudou. Léo Doudou, c'est l'histoire de Nina. Donc Nina, elle va partir passer le week-end ou une soirée, une nuit chez ses grands-parents. Donc évidemment, elle va prendre son doudou. Oui. Sauf que au moment de faire ses valises, elle trouve plus Doudou. Donc Léo Doudou. Voilà. Léo Doudou. Alors. Voilà, donc il y a de la chanson, des marionnettes, etc. Pour voir, j'ai pas vu le spectacle, mais j'ai regardé un petit peu les commentaires sur internet et apparemment c'est vraiment hyper adapté aux tout petits. Les gens sont ravis, les petits adorent parce que c'est très coloré. Je vous propose de regarder. Oh, mais il est là, Doudou! Il était dans ma poche. Mon Doudou lapin, je vais te faire un gros câlin dans mon cou. Oh, dis donc. Alors Léo Doudou, tiens, pour la date, c'est quand? Alors pour la date, le dimanche 13 mars à 10h, là ça se passe au café-théâtre Le Flibustier à Aix-en-Provence. Voilà, c'est d'ailleurs un théâtre qui propose une large programmation pour les tout-petits, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il y a énormément de spectacles. Voilà, et le petit plus, c'est qu'après le spectacle, vous pouvez venir avec vos enfants et le doudou, parce qu'après le spectacle, la comédienne va rencontrer les enfants et fait la rencontre aussi avec les doudous, montre le sien. Voilà. D'accord, bien. Bon, ça c'est un bon plan que tu nous donnes, Caro. Et puis on va finir avec un spectacle. Alors celui-ci est un petit peu plus contemporain. Oui. D'ailleurs, c'est pas forcément un spectacle qui fait partie de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre culture occidentale. Enquête de notre enfance. Opus 1 blanc, et c'est à voir dès 6 mois là aussi. Hein. Voilà, donc rien que le titre, vous l'avez vu, ça laisse songeur. Alors en fait, c'est une installation, c'est pas une pièce. C'est-à-dire c'est une installation. C'est à mi-chemin entre le théâtre et la danse, il y a quand même un artiste au milieu. Mais c'est une installation, comme vous pouvez le voir sur les images, qui sont prises d'en haut, dans laquelle on peut circuler. Donc il y aura une comédienne, mais les enfants et les parents pourront aussi après visiter cette installation. Okay. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une installation qui s'inspire de l'artiste japonais, je regarde parce que c'est compliqué, Katsumi Komagata. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, qui s'intéressent aux livres pour enfants... Alors Davy connaît une Katsumi, oui, alors pas celle-là. Sûre, je l'attendais, mais je Pardon. l'attendais gros comme une maison. Notre réalisateur également connaît une Surtout Katsumi. le réalisateur. Mais c'est pas celle-là. Non, là, on parle des enfants, donc... Oui, déjà en plus c'est un monsieur. Arrête. Voilà. Katsumi. Voilà. De plus en plus original. Et donc son nom c'est Komagata, donc rien à voir avec non. cinéma dont on ne parlera pas. D'auteur. Donc lui, sa spécialité, ce sont les livres pour enfants. En fait, il s'est intéressé à la manière dont son propre enfant percevait le monde à travers notamment les couleurs. D'où opus 1, blanc. Voilà. D'accord. Bon. Donc ça laisse présager d'un opus 2. Exactement. Et peut-être noir. Ou ah oui. rouge. Je ne sais pas. Opus 3, vert. D'accord. Voilà, donc c'était un univers très contemporain, très épuré. Mais voilà, il faut s'ouvrir un petit peu à toutes les cultures. C'est sûr. Et apparemment, par contre, ça accroche pas mal l'attention des enfants. Là, est-ce que je vous l'ai dit, c'est à partir de... 6 mois, oui. Oui, c'est à partir de 6 mois, exactement. Ouais, parce que justement, là, il y a un peu de texte, mais voilà, ça joue sur le visuel. D'accord. Et là, il y a plein de dates. C'est au Théâtre de Fos, le 2 avril, à Marseille, au Théâtre Massalia, le 15 avril, et au Théâtre des Bernardines, le 19 avril. Et Théâtre des Bernardines, c'est du côté de Marseille également. Oui. Ouais. Ok. Bon, on a tout. Je crois qu'on est bien complet. Si vous avez des enfants, si vous avez des neveux en bas âge, ça peut également les intéresser. Des nièces aussi, bien sûr. Merci beaucoup pour tout ça, Caro. Et puis tu reviens très vite. Hein ? Oui. Même que tu seras là la semaine prochaine. Ouais. Allez, on passe à Davy, qui est très en rythme, le garçon.
Toujours. Et tiens, si on repartait dans les années 80, 90 même, avec un certain Mark Toesca, les petits clous. Tout à fait, oui. On ne peut d'ailleurs le faire qu'avec Mark Toesca, bien sûr. Vous le savez, le garçon, âgé aujourd'hui de 60 ans, est un véritable touche-à-tout. Alors, animateur radio, télé, formateur professionnel et même conseiller municipal à Isola. Alors, ce natif de Nice qui a animé l'émission de télé, l'émission culte Top 50 de 1984 à 91, est venu à Aix-en-Provence pour nous dévoiler sa participation à la soirée Partez en live avec le Top 50. Alors au programme des stars de l'époque bien sûr, mais pas seulement, puisqu'on pourra chanter avec l'aide d'un karaoké et des souvenirs sur grand écran. Alors ce spectacle proposé le mardi 26 mars sous le Dôme de Marseille est un véritable retour dans le passé. Et pour nous en parler, voici Mark Toesca. L'idée, c'est qu'on va recréer le Top 50 en live, sur scène, avec des groupes qui ont marqué toute l'époque. Ça va aller du rock indépendant des Dégraisses Vertes à la synthé-pop d'Alphaville. Donc on va un petit peu représenter toutes les musiques qu'on a pu aimer entre 84 et 91, avec un écran géant, des extraits de clips, parce qu'on s'est rendu compte aussi que la musique est liée à l'image des premiers vidéoclips, en tous les cas en France, qui étaient diffusés en France. Donc voilà, c'est tout ça, c'est du live, c'est le retour aux images des années 80, avec le sourire, la banane, et puis ce qui est drôle, c'est que la génération d'adolescents qui a connu le top est aujourd'hui une génération d'adultes. Je pense que c'est quand même musicalement des années de liberté totale pour les artistes, mais pas que pour la musique. Et il y avait une sorte d'insouciance, l'impression qu'on pouvait tout essayer, tout faire, tout réussir, chose qu'on a un petit peu perdue, je pense, aujourd'hui. Voilà. Et je crois aussi que la génération d'ados a envie de retrouver un petit peu cet état d'esprit. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Salut les petits clous, le 26 mars on est au Dôme, ciao. Mark Toesca qui sera donc le 26 mars prochain du côté du Dôme de Marseille. Vous savez pourquoi il commençait ses émissions du Top 50 en disant « Salut les petits clous ». Nous on n'a pas trop connu, c'est pas forcément notre génération, mais Vieille Branche qui est ici, c'est plus sa génération. C'est Je ça. te rappelle, il commençait avec « Salut les petits Exactement, tout le temps. clous ». Et alors il commençait avec ça parce que en fait il recevait sans cesse des lettres de fans qui entendaient au lieu de Mark Toesca, Marteau Esca. Et donc bonjour monsieur Marteau Esca. Et donc du coup ça l'a C'est fait étonnant, rire quand même, et voilà, salut les petits clous, c'est resté. Exactement. Mais non, Ouais, quand ouais. même, non, ça te plaît pas. Mais je vois Ouais. pas le rapport en fait. Marteau. Un marteau. Marteau, clou. Bon, après Mark Toesca, tiens, on peut parler du premier succès d'un certain garçon, une star italienne des années 80 là aussi. Et oui, son premier succès date déjà de 1985 avec Una Storia Importante. Vous avez cet accent. Et c'est à l'âge de 22 ans qu'Eros Ramazzotti est devenu le chanteur italien pop préféré et de renommée internationale. Alors il a enchaîné les tubes et les duos avec les plus grandes stars. Est-ce que vous en souvenez? Luciano Pavarotti, Ricky Martin, Tina Turner, Carlos Santana et même Madonna, c'est dire. Alors le chanteur âgé de 52 ans est de retour sur scène et il vous donne rendez-vous le mercredi 9 mars sous le Dôme de Marseille en live avec Perfetto Tour 2016. Voilà, et on va terminer quand même avec un autre artiste et musicien exceptionnel. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le plus exceptionnel musicien de l'histoire pop britannique. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, Joe Jackson.
Oui, vous connaissez, parfait. Donc l'artiste qui mélange les styles du punk en passant par le jazz, le classique ou encore la musique latine sera sur la scène du Silo de Marseille. C'est bien, les artistes et les stars viennent nous voir dans le sud. Alors ce sera pour un voyage, bien sûr, un voyage musical hors du commun. Donc ne le ratez pas, le jeudi 10 mars dès 20h, c'est au Silo. Et pour réserver vos soirées spectacles, vous pouvez faire un petit tour sur le www.adamconcert.com. Merci beaucoup Davy, là aussi c'est très complet, voilà pour cet agenda spectacle et concerts de la région. Caro, on te retrouve donc la semaine prochaine, on l'a dit, et on continue en musique avec Gilles Fenech. La grâce du cygne. Très discret. La graisse du cygne. Non, la grâce. Pas la graisse. La graisse un petit peu, oui. Sur les côtés, un petit peu de bouée. Comment ça va, Gilou ? Ah ben, il va bien. Mais quelle est cette petite barbe ? Franchement, il est fashion. Écoute, je vais faire le casting peut-être du prochain Koh-Lanta. D'accord. Et je me suis dit, pour faire Koh-Lanta, il faut paraître vieux. On dirait que tu t'es colorié. Au plus mûr. Il apporte bien, hein ? J'ai mis un peu de blanc, oui. On dirait que tu t'es colorié. C'est ça, oui. Non, mais c'est vrai, ça te fait mûr, homme mûr. Voilà, mûr. Ouais. Je ne vieillis pas, je mûris. Mais exactement. Bien, avec toi, nous allons parler musique, comme d'habitude. Oui. Et nous allons du côté de Marseille avec un DJ. Que vous connaissez forcément si je vous dis Gel. Ah bah oui, on pense de suite à Funky Family. Bien sûr, Ah bon, DJ, bien sûr, producteur, membre fondateur de la Funky Family, groupe mythique, groupe hip-hop des années 90. Tu connais pas la Funky ? Non, je connaissais, on se les Je suis sûr que même notre Rémi connaît la non, mais Funky, si, j'en bien suis sûr. sûr. Moi j'ai dansé, j'ai chanté sur ça à l'époque. Ouais, menteur. Si. Demain on repart quoi contre l'État avant. Je me rappelle. Mais oui. C'est pas vraiment ça. Si, je c'est crois pas. ça. Bah si, la Funky Family. Bah, tu rigoles ou quoi ? Alors l'année dernière, au mois d'octobre, il avait sorti son premier EP solo qui s'appelle Rendez-vous, qu'il avait présenté d'ailleurs à la Fiesta des Suds, un EP 3 titres. Ça vous intéresse ce que je dis ? Oui, si. Sinon je fais grève, hein. Sur la pancarte et je fais grève moi aussi, hein. Je peux le faire. EP 3 titres. Ah, je vois qu'en suit. Oui. Hein. Avec un beatboxer, un guitariste et un MC, c'était pour montrer ce que sera le futur album qui va sortir dans quelques jours, là, maintenant, en mars, au mois de mars, probablement. Voilà. L'album donc Rendez-vous. Et donc l'ambiance est très black music évidemment, avec des samples soul, funk. C'est un vrai régal à écouter. Et je vous invite à regarder le clip qui a été fait d'ailleurs par une boîte de com à Marseille qui s'appelle La Confiserie. Ouais. La Confiserie avec un K, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? Non, juste, tu as dit, tu n'as pas dit black music, tu as dit blatt music. C'est pas la musique des blattes, hein. Ah ça. J'ai dit juste blatt qu'il a brillé. music. Tu as Je suis dit sûr que les blatt blattes music. vont danser elles Est-ce aussi. que vous connaissez la blatt music ? Tu vois les blattes ? On regarde le clip de Gel ? Excusez-moi, beaucoup d'imagination. Ça s'appelle Ma City, et sa city évidemment c'est Marseille, parce que Marseille, comme nous tous, il a dans son cœur. Voilà, on regarde ça. On est Marseillais avant d'être Français. I love my city. Marseille. Drink a little pasta, smoke a lot of trees. I love my city. Marseille. I love my city. Marseille. Drink a little pasta, smoke a lot of trees. I love my city. Marseille's best. I love my city. Marseille. Drink a little pasta, smoke a lot of trees. I love my city. Marseille. I love my city. Marseille. Drink a little pasta, smoke a lot of trees. I love my city. Marseille's best. La blatt music bien représentée. La black music.
DJ Gel. Vous avez vu que le clip est très hypnotisant, il fait un peu mal aux yeux. Hein. Ouais. Voilà, avec de très belles images de Marseille. Bon, ben on sent bien l'esprit Funky Family dans tout ça. Ah bah oui. Et La ça prochaine nous a fois on fait écoutera de la plaisir. Scarabée Musique, c'est ça? Mais exactement. Hein? Ou la Scorpion Musique? La Cafard Musique. Bon, merci beaucoup. Vous en prie. Comme d'habitude, le meilleur de la région est à découvrir avec Gilles. D'ailleurs, si vous êtes un producteur, un musicien, un interprète, un compositeur, envoyez-nous tout ça sur Ou une blatte. l'adresse de ou une blatte, un gros cafard. Envoyez-nous ça sur l'adresse de Gilles, qui est 10 rue de non, À Fos-sur-Mer. c'est gilles.fenech@maritima.info, ma boîte mail, évidemment. Tout est dit et c'est bien dit. Merci beaucoup, merci les garçons. Avec Et on vous plaisir. retrouve très vite sur Maritima TV dans numéro 13. Voici notre invité. Nous avons le privilège de passer un petit moment avec le diplomate et directeur de la Villa Méditerranée, Monsieur Bernard Valero. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Alors avec vous, nous allons nous intéresser à ce bel endroit unificateur de la Méditerranée. Nous allons bien sûr évoquer l'ensemble des missions de cette Villa Méditerranée. Et puis nous verrons aussi les principaux événements qui nous attendent du côté de cette villa dans les prochaines semaines. Alors je le disais en préambule, Bernard Valero, vous êtes diplomate. Vous avez longtemps travaillé pour l'ambassade de France dans de nombreux pays avant de revenir sur votre parcours très intéressant. On va rappeler quand même que vous avez pris vos fonctions, c'était le 6 octobre dernier, en 2015, en tant que nouveau directeur de la Villa Méditerranée. Expliquez-nous dans quel contexte vous avez été nommé directeur de la Villa et d'ailleurs pourquoi ce besoin, cette nécessité d'ailleurs de la Villa de faire appel à un diplomate. Alors d'abord en ce qui me concerne, j'achevais à cette époque, c'est-à-dire au mois de septembre dernier, ma mission comme en qualité d'ambassadeur de France à Bruxelles, en Belgique. Et donc pendant 3 ans, je venais d'y représenter la France auprès de nos amis belges. Une expérience très intéressante parce que la Belgique est un grand partenaire de la France dans tous les domaines. D'abord, nous avons une frontière commune avec ce pays. Deuxièmement, la Belgique est le deuxième client de la France en termes de commerce extérieur. Nous avons une communauté française de 200 à 250 000 personnes qui vivent en Belgique. Donc, sur le plan des relations bilatérales entre Paris et Bruxelles, entre la France et la Belgique, pendant 3 ans, je ne me suis pas ennuyé. Et puis, donc, il était prévu que je rentre à ce qu'on dit à l'administration centrale, au Quai d'Orsay, donc à Paris, quand un jour, on m'a fait cette proposition d'une nouvelle aventure professionnelle et personnelle également, en venant ici à Marseille pour prendre la direction de la Villa Méditerranée, vous l'avez dit, mais également de l'agence de coopération qui s'appelle l'Avitem, une agence de coopération qui opère sur le bassin méditerranéen et qui est spécialisée sur les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'environnement, donc sur des problèmes qui sont particulièrement importants dans toute la région. Et c'est une agence aussi qui est un petit peu la référence française finalement en matière de coopération internationale dans ce domaine très précis. Et donc on m'a fait cette proposition où j'ai pas réfléchi très longtemps parce que c'était un vrai défi. J'apprends un nouveau métier, mais c'était également un défi en ce sens que Marseille d'abord, la Villa Méditerranée également sont en première ligne finalement de la politique méditerranéenne de la France, et c'est ce qui m'a conduit à dire OK et à venir. Et je ne le regrette pas depuis lors. Alors, votre parcours de vie professionnelle a toujours été marqué par l'attrait pour les pays étrangers, évidemment, puisque vous faites vos études secondaires à Casablanca, au Maroc, puis ensuite, de retour en France, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, me semble-t-il. Oui. Ça, c'est dans les années 70. Ensuite, vous entrez au ministère des Affaires étrangères en 77. Et là, vous avez plusieurs postes. Je crois notamment vous êtes à la direction de l'information et de la presse. On est déjà en 85-87. Absolument. C'est là où j'ai attrapé, et ça m'a poursuivi pendant une bonne partie de ma carrière, le virus de l'information et de la communication. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai compris que dans le monde actuel, enfin de l'époque, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, la circulation de l'information, la liberté de l'information étaient
étaient des éléments essentiels qui doivent accompagner toute diplomatie et toute politique internationale. Et puis ensuite, au fil de mes différentes affectations, j'ai compris combien sur ce terrain-là se jouait une partie importante de la place de la France dans le monde, parce que là, on touche à l'image de la France, on touche à la visibilité de la France sur la scène internationale, on touche à l'audience de la France sur la scène internationale, et il est évident que le travail sur les médias, hexagonaux d'abord, en France d'abord, mais également internationaux sont tout à fait essentiels. Et je dois dire que lorsque je regarde un peu dans le rétroviseur, j'ai consacré beaucoup d'années, pas de ma vie, mais enfin de ma carrière en tout cas, aux questions d'information. Allez, on continue votre parcours qui est vraiment très intéressant. Vous êtes allé voir nos cousins, les Québécois, ça c'était en 1988. Vous êtes ensuite devenu conseiller de presse à Madrid, puis à Washington, consul général également à Barcelone. Là, on est dans les années 2000, 2003. J'imagine que tous ces pays vous ont fasciné. Ils m'ont tous beaucoup marqué. D'abord le Québec, je dois dire que étant personnellement quelqu'un d'un peu du Sud, il a fallu vraiment me forcer, me tordre le bras pour aller là-bas, parce que je me disais c'est quand même un peu froid, je vais pas être véritablement dans mon élément. Donc au début j'y suis allé un petit peu reculons au Québec, et puis j'en suis parti mais en pleurant, tellement ce pays est attachant, tellement les relations. Vous savez quand on arrive au Québec, lorsqu'on est français, c'est comme si on se présentait devant notre propre miroir finalement. On retrouve une partie de notre histoire qui a été écrite sur les bords du Saint-Laurent, dans les forêts, les grandes forêts du Grand Nord, et c'est quelque chose de formidable. Et c'est vraiment le Québec, c'est une espèce d'île francophone dans ce grand océan nord-américain anglophone, et nous avons avec nos cousins d'Amérique des relations tout à fait particulières. Et puis après, effectivement, d'autres aventures qui m'ont conduit à Washington, qui est une place diplomatique évidemment importante, où là les enjeux diplomatiques sont importants et sont des fois très durs. Et puis vous l'avez signalé, effectivement, mon passage comme consul général à Barcelone, là j'étais au bord de la Méditerranée, j'ai vu ce que pouvaient être les enjeux méditerranéens, j'ai vu comment nos amis catalans, barcelonais se mobilisaient pour promouvoir leurs intérêts, pour rayonner sur l'ensemble du bassin méditerranéen, et j'ai beaucoup appris à leur contact. Et comme ils sont à côté de chez nous, tout le volet coopération transfrontalière le long des Pyrénées était une partie importante de mon action. Alors on continue votre parcours. Vous avez ensuite été nommé, ça c'était il y a 10 ans, ambassadeur en République de Macédoine, 2006-2009. Là j'imagine que ça a été une très très belle expérience. Ça a été une belle expérience. J'étais un peu perdu dans un pays lui-même un peu perdu au fin fond des Balkans. Et j'ai découvert finalement, lorsque vous regardez la carte de l'Europe, de l'Union européenne, vous apercevez que entre la Grèce, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, il y a une espèce de zone qu'on connaît pas très bien. Et c'est les Balkans, c'est la Serbie, c'est le Kosovo, c'est la Macédoine, c'est l'Albanie. Autant de pays qui sont candidats à adhérer à l'Union européenne. Ça a été pendant très longtemps une zone instable. Les guerres dans les Balkans, on se souvient, Bosnie-Herzégovine, l'indépendance du Kosovo qui a été évidemment très 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 conflictuelle. On s'aperçoit que c'est une zone qui n'est pas très connue, qui a été très bouleversée. La sortie de la Yougoslavie, l'après Tito finalement a été une période très dure pour tous ces peuples. Et là, on avait une double responsabilité. La première, c'était d'accompagner ces pays, dont celui dans lequel je me trouvais, à Skopje, en Macédoine, sur la voie du développement, du progrès, etc., premièrement, et d'autre part, de les accompagner dans leur rapprochement vers l'Union européenne. On n'en est pas naturellement encore au stade de l'adhésion à l'Union européenne, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais ce sont des pays auxquels il faut s'intéresser de près, d'abord parce qu'ils sont finalement au centre de l'Union européenne, sans en faire partie, premièrement, pour des raisons géographiques, évidemment, et puis deuxièmement, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, lorsque l'on voit, par exemple, la question absolument dramatique des migrants,
qui passe par la Turquie, par la Grèce et qui remonte ensuite vers l'Union européenne en passant par les Balkans, je pense en toute modestie que nous, Français d'abord, nous, Européens ensuite, nous avons un devoir de solidarité active avec ces pays-là. C'était ce que je m'étais efforcé de faire pendant les quelques années que j'ai passées là-bas. On continue votre parcours, vous l'avez dit tout à l'heure, le Quai d'Orsay, en tant que directeur de la communication, porte-parole du Quai d'Orsay, ça c'était entre 2009 et 2012, et puis vous avez pris, donc ça aussi vous l'avez dit, vos fonctions auprès du Royaume de Belgique, en tant qu'ambassadeur de la France, ça aussi, on imagine que c'est une très très belle expérience qui a duré de 2012 à 2015. Alors, au vu de votre expérience qui est très riche dans de nombreux pays, comme ça, sans trop y réfléchir, si je vous demandais de me citer un pays dans lequel vous pourriez poser vos valises pendant un très long moment, vous seriez tenté de me répondre, de penser à quel pays ? Bon, écoutez, c'est très compliqué parce que le monde est vaste, parce qu'on a tous nos envies. Là, pour l'instant, j'ai posé mes valises sur un rivage tout à fait exceptionnel à Marseille. À Marseille, on est dans un espace qui va au-delà des frontières nationales. On est sur les bords de la Méditerranée. C'est une magnifique aventure. C'est notre berceau historique à tous. Et ça, c'est une magnifique aventure. Autrement, des rêves, oui, on en a plein. Voir un petit peu ce qui se passe en Chine, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle, et ça a des implications sur notre vie quotidienne ici, même si c'est à 15 000 km d'ici. Mais de voir également ce qui se passe en Afrique, c'est véritablement pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, c'est le continent du 21e siècle. Je crois qu'il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe au sud du Sahara, et il s'y passe beaucoup de choses. L'Amérique latine est également une zone du monde qui est tout à fait intéressante. Mais à chaque jour suffit sa peine, et puis surtout à chaque jour suffit son plaisir. Et moi, auprès de vous ici sur la côte Méditerranée, à Marseille, je me sens très très heureux pour le moment. Et justement, on va s'y intéresser à Marseille avec cette villa Méditerranée que vous dirigez actuellement. L'objectif principal, on l'a dit, c'est évidemment de proposer de l'échange, des contacts, des débats. Il y a beaucoup de débats. Et tiens, dans les jours qui arrivent, il y a une superbe exposition que vous pouvez aller découvrir sur les déchets plastiques en mer. L'expo est intitulée La mer, destination finale, avec un grand point d'interrogation. Et c'est important, le point d'interrogation. Oui. Souvent la ponctuation est importante. Ça commence aujourd'hui, en ce mardi 1er mars, et c'est jusqu'au 23 avril. Là, j'imagine que cette problématique des déchets en mer, les déchets plastiques, est très très importante pour la Méditerranée. Hein. Elle est très très importante. Nous avons décidé de traiter ce sujet qui est de plus en plus important, c'est-à-dire le rejet des plastiques en mer. Pourquoi il est de plus en plus important ? Parce que en mer, le plastique met une éternité à disparaître, premièrement. Parce qu'en mer, finalement, ce plastique qui met une éternité à disparaître s'accumule. Et le fameux nouveau continent. Le fameux nouveau continent, une espèce de si on mettait tous les bouts de plastique qui flottent sur la surface de tous les océans du globe, on arriverait effectivement à reconstituer la surface d'un continent, ce qui est quand même assez préoccupant. Et moi, ce que je souhaite, c'est de voir venir à la Villa Méditerranée des parents, des enfants qui viennent voir cette expo, et surtout que cette exposition leur donne matière à réfléchir, matière à discuter entre eux, et matière peut-être à se souvenir que lorsqu'ils seront sur la plage cet été, après avoir bu une bouteille en plastique, bien qu'ils la laissent pas traîner sur le sable et qu'ils la remportent avec eux pour la mettre là où elle devra être. Donc voilà, c'est une modeste contribution à un effort collectif absolument indispensable. Et des contributions comme ça sur la réflexion de manière générale, il y en a beaucoup, puisque alors on va pas avoir le temps d'en parler énormément ici, mais il y a tout au long du mois de mars l'Algérie qui est à l'honneur à la Villa Méditerranée, avec des rencontres, des échanges, des débats d'idées. Donc là aussi il y a beaucoup de personnalités très intéressantes qui vont proposer des conférences notamment, et donc des échanges. N'hésitez pas à aller du côté de la Villa Méditerranée. Merci beaucoup Bernard Valero d'être venu ici sur Maritima TV dans numéro 13. Je rappelle que vous dirigez Avitem et puis la Villa Méditerranée, vous êtes diplomate, et on vous remercie vraiment d'être venu à ce micro et devant ces caméras aujourd'hui. Merci infiniment, c'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et à très bientôt, et nous on se retrouve également la semaine prochaine sur Maritima TV dans numéro 13. Salut.